cet épisode, on explore une question fondamentale. Quel état d'esprit permet à un combattant d'atteindre son plein potentiel? Avec Jean-Yves Thériault, on verra comment parfois c'est nécessaire de transformer sa propre personnalité pour atteindre des niveaux de performance supérieurs. Et qu'au final, le combat est avant tout un combat intérieur contre soi-même où on apprend à gérer son stress, ses peurs, ses inquiétudes. Ça s'appliquait assez facilement dans mon cas parce qu'il y avait un personnage dans le passé, je parle comme un autre personnage plutôt que de moi-même, mais l'Iceman, le compétiteur, n'était pas trop gentil. Il n'était sûrement pas sociable autant que je peux l'être. J'aime beaucoup les gens, j'aime les petits-enfants, j'aime enseigner, j'aime ce que je fais présentement. Mais le Iceman, lui, c'est business. Puis, tu sais, comme Iceman, je me souviens très bien des moments donnés où on prépare un combat contre un certain gars, puis tout ce que je pouvais utiliser comme à mon avantage, je le faisais, même si c'était pas... Évidemment, les 12 rounds, ça, c'est le plus important, c'est ce que les gens vont voir, puis that's it. Puis ils vont laisser sur cette impression-là. C'est un homme qui détruit avec coup de pied, coup de poing, puis c'est un méthodique, puis c'est un sportif, un assassin sportif, si tu veux. Mais à côté de ça, par contre, il y a tout un acheminement là, qui va l'accompagner, notre ruée vers le combat. On a 1 mois et demi, 2 mois, on fait de la promotion et tout, on va rencontrer les fighters, on va rencontrer l'adversaire, on va rencontrer d'autres promoteurs, on fait des médias, blablabla. Mais il y a un côté psychologique que les gens ne comprennent peut-être pas, ou qu'ils n'ont pas accès, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je peux vous avouer que sur les 76 combats que j'ai eus, les 69 victoires, il y en a peut-être un tiers que j'ai battu 1 semaine ou 2 semaines avant le combat. De savoir s'il y a une faille dans sa personnalité, de voir comment possible que c'est de manipuler quelqu'un psychologiquement. Par exemple, une journée, je rencontrais l'adversaire pour la première fois. Gentil monsieur, toujours gentil monsieur. Bonjour, comment ça va? Ça me fait plaisir de te rencontrer. On va avoir un bon match. J'espère que les gens vont être bien servis de notre contribution aux arts martiaux. Puis le lendemain, je le rencontrais, puis je me tournais à dos à lui. Puis quand il me tendait la main, je me tournais à dos à lui, puis je parlais à mon entraîneur, puis je dis « Parle-y, je ne veux pas y parler, lui. » Donc, d'une journée à l'autre, c'était complètement confus. Puis j'essayais de laisser ça, cette impression-là, quand je rentrais sur le ring, il y avait toujours une petite chose que j'avais laissée dans son impression, dans sa tête, pour que je puisse travailler avec quand j'étais sur le ring. Puis à ce moment-là, je savais que je l'avais. Je savais que je pouvais le manipuler à soit être bien plus agressif qu'il voulait l'être. Puis ça va sûrement l'amener à faire des choses qu'il ne voulait peut-être pas nécessairement faire, ou de l'amener à faire des choses qui vont à l'encontre de sa stratégie. Par exemple, c'est un gars qui travaille bien fort avec les pieds ou qui travaille bien fort avec les mains, puis il y a une grande agressivité. Je travaillais en fonction de ralentir ça, ces efforts-là, puis moi, contrôler l'événement. Puis bien souvent, ça m'a bien... évidemment, ça m'a bien servi parce que j'ai eu plus de succès que j'ai eu de défaites.
de savoir que, enfin pour moi, c'est intéressant de savoir qu'on est plus que des coups de pied et des coups de poing. Surtout rendu à ce niveau-là, quand on commence, il faut imposer notre force physique pour impressionner les promoteurs, impressionner les autres entraîneurs, impressionner les fans et tout et tout. Faut faire sa marque. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on rencontre des gens qui sont aussi compétents, puis peut-être plus compétents, soit coup de pied, coup de poing. J'en ai rencontré qui étaient beaucoup plus forts que moi en fait de coup de pied puis en fait de coup de poing, beaucoup plus habiles. Puis je l'ai toujours dit, mais je pense que c'est Bill Wallace qui m'avait dit ça, ou peut-être Wally Slokey. Il dit, c'est bien beau là, que les gars ils frappent fort, mais il faut que tu me tapes, il faut que tu me touches. Les gars sont vraiment très habiles, mais dans ma tête à moi, tu ne me toucheras pas avec ça parce que j'ai un bon piétage, je me déplace bien, j'ai une bonne défensive. Si tu frappes fort avec tes mains, mais tu peux être sûr que je ne serai pas là pour prendre les coups. On travaille beaucoup à l'intérieur de ton cerveau, puis c'est vraiment ça. Moi, c'est ce qui m'a permis de rester dans le milieu pendant bien des années. Tout à fait. Le pire des ennemis que je peux rencontrer, c'est moi. Si je ne me permets pas de me décoller de tout ce qu'il y a d'émotionnel alentour de moi, bien, c'est le Jean-Yves qui va compétitionner, puis lui, il n'est pas terriblement fighter là, dans ce sens-là. Donc, me détacher de ma personnalité, si tu veux, puis d'aller vers le Iceman ou le focus, que ce qu'on a besoin de faire. J'ai travaillé un petit peu avec le Dr. Ehrlich, Terry Orlick de l'Université d'Ottawa, département de psychologie sportive, puis les choses qu'il m'a fait réaliser. Ça m'a plu parce qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de questions. Je me demandais beaucoup de questions. Puis j'avais pas vraiment, comment je pourrais dire, les gens avec qui je pouvais parler à ce niveau-là. Puis le docteur Ehrlich, avec les conversations qu'on a eues, parce que lui, il cherchait des données. Puis au niveau d'élite, comment les gens peuvent penser, puis ainsi de suite. Donc, après les conversations qu'on a eues avec lui, que j'ai eues avec lui, ça m'a mis à l'aise de savoir que j'étais pas, je perdais pas la boule. Quand tu as des questions et tu n'as pas de réponse, tu n'as pas personne vraiment qui peut comprendre la question que tu peux avoir. Ça nous confond un petit peu. Mais si ça l'ouvre l'esprit à d'autres possibilités puis d'autres côtés de ta personnalité ou bien de qu'est-ce qui peut fouetter l'intérêt d'un fighter ou bien d'un compétiteur à côté de sa personnalité de tous les jours. Je te disais tantôt que le terme fighter, ça s'applique pas beaucoup à moi parce que c'est le métier. Je suis par choix, c'est ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'années, mais en premier lieu, je suis le fils à madame, puis je suis le frère de l'autre, puis je suis le mari de elle, puis je suis le papa des deux, puis je suis l'ami de toute la gang.
c'est ça, vraiment, ce qui est plus important pour moi, c'est de ne pas m'identifier, puis de ne pas me mettre dans une cage, puis dire that's it, that's all, les fighters, puis il n'y a pas rien d'autre qu'il peut faire. Mais je vais vous avouer que j'ai bien des intérêts à côté de ça. J'ai beaucoup de choses que j'aime à faire. J'ai plein de rêves que je veux réaliser. Je veux voir le monde, je veux rencontrer des gens, je veux vivre différentes cultures, je suis toujours intéressé à apprendre, j'aime apprendre, que ce soit la musique, que ce soit la photographie, que ce soit comment manier l'iPad comme il faut, que ce soit... qu'est-ce que ça voudrait? J'aime apprendre. Donc, le fighting, je l'ai fait assez bien pendant un bon bout de temps. Il y a des choses à apprendre aussi. Ces choses-là que je vais apprendre, c'est comme coach. Moi, l'extension de ma carrière, c'est comme coach. Je peux aider les jeunes fighters à se planter dans la bonne direction par les choses que je leur dis. Il y a peut-être d'autres coachs qui vont peut-être pas être capables de le faire parce qu'ils n'ont pas vécu ce que je dis, mais ça ne veut pas dire que ce pas des bons coachs, c'est pas ça que je veux dire. Mais le côté psychologique de la chose, je veux vous avertir, méfiez-vous du prix que vous pouvez payer pour la carrière que vous voulez avoir. Into the auditorium here in Verdun, and the Iceman. Figure publique, si tu veux, c'est sûr, parce qu'on est médiatisé. Il y a des gens qui vont nous reconnaître sur la rue, dans des théâtres, dans des restaurants, parce qu'ils nous ont vus soit dans les journaux, ils nous ont vus à la télévision, ils nous ont vus, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis, c'est gentil de leur part de reconnaître puis de supporter ce qu'on fait. Ça, c'est cool. Ça m'a toujours plu de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés à regarder ce qu'on fait. Donc, de m'appliquer à leur offrir un peu de temps de moi-même, c'était facile. Quand on arrivait dans un contexte où l'emphase est sur le combat comme tel, les circonstances alentour du combat ou bien d'un stage ou de quoi que ce soit, il y avait toujours un côté protecteur dans le sens que moi, personnellement, enfin, il fallait que je sois sur mes aguets toujours. Donc, j'étais toujours sur le focus, dans le focus, puis qui visait quasiment toujours le combat, la performance ou la raison pourquoi j'étais là, soit des stages, soit de... Donc, mais c'est éphémère. Tu ne peux pas mettre la main sur le vedettariat. Aujourd'hui, c'est là, puis le lendemain, mais on est oublié. Puis c'est cool, c'est comme ça ça devrait être. Moi, le vedettariat, là, ça me pue au nez. J'aime pas, c'était un piège. J'ai été terriblement bien entouré. M. Thérien, d'abord, mon entraîneur, Guy Mallette, ma famille, ma mère, mes frères. Puis même les gens dans mon école, dans notre école de Thérien, toujours des gens down to earth. Tu sais, les gens ont l'impression, ouais, t'es champion mondial, tu devrais avoir une plus grosse maison. Ah, wow, viens au party, il y a des filles, il y a du coke, il y a de la coke, il y a des ci, il y a des ça. Comment ça, tu drives une Toyota? Tu devrais avoir une Porsche, blablabla, blablabla, blablabla. D'écouter les gens, puis de ce qu'ils ont comme impression de succès, mais c'est un piège. Donc, j'ai toujours été bien entouré, puis ça m'a permis de rester puis de valoriser le sport que je faisais, puis de rester encore dans le milieu du sport que j'aime.
qu'on disait tantôt à propos des aventures que j'ai eues comme compétiteur, dans ma communauté, j'ai vécu des choses qui m'ont traumatisé en réalité. Comme je vous disais tantôt, j'ai fait président d'honneur pour une fondation, puis j'ai rencontré la maman d'un jeune garçon qui était atteint d'une maladie terminale, si tu veux. Puis à un moment donné, en fait, la même fondation qu'on va travailler pour le 1er novembre cette année, faire un vœu au Make-A-Wish Foundation. Puis j'avais 6 ans ou 7 ans que j'étais champion, j'étais quand même... j'avais le succès, je voyageais, j'étais médiatisé, je faisais des sous, popularité, blablabla, mais je pense que j'étais devenu blasé un petit peu. Puis un de mes amis, Ron Ladouceur, m'avait dit il y a quelque chose qui manque, le champ. Puis je n'étais vraiment pas conscient de ce qu'il parlait, jusqu'à ce qu'ils me disent il y a quelque chose qui manque. Puis là, je me suis rendu compte que oui, t'es un peu blasé, je travaille fort, je m'entraîne, tout va aller bien, on va continuer, blablabla. J'ai réalisé, c'est vide, ça. Pour moi, personnellement, c'est vide, il y a quelque chose qui manque. Si je peux continuer, ça ne durera plus longtemps, parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai eu le privilège d'être président d'honneur pour faire un vœu, Make-A-Wish Foundation Québec. Puis j'ai rencontré des gens qui ont changé mon optique, mais à 180 degrés. Puis ça, cet événement-là m'a permis de rester champion pendant un autre 6 ans ou 7 ans. Rencontrer des mamans et des papas qui... leur enfant va peut-être pas être là dans un mois ou 2 ou 3, puis qui ont quand même le courage d'avoir une bonne mine, d'avoir une bonne attitude envers les gens alentour d'eux, envers leur enfant et tout ça. Ça m'a permis de réaliser que ce que je faisais, puis je te disais tantôt, on est entertainer, on amuse les gens. Pendant les 15 ou 20 minutes que ça peut durer, ou 1 minute ou 2 que ça peut durer, on amuse les gens. On amène les gens à un summum d'émotion. Ça fait longtemps qu'ils attendent le combat Théo Baptiste, Théo Thurman, blablabla. Puis ils s'attendent à ça, puis on les monte, puis on les charge, on les craint émotionnellement, puis en bout de ligne... Peu importe le combat qu'on mène dans la vie, on ne le gagne jamais seul. Et justement, c'est cette bataille intérieure qui définit qui on devient. J'ai l'air de rien, mais je suis comme un samouraï. Mon katana, c'est ma ferraille dans mes entrailles. Dans les silences, c'est mon cœur qui déraille.